Donc, on va maintenant continuer avec les solutions aqueuses. Voici nos résultats d'apprentissage pour cette leçon. Premièrement, on va parler des facteurs qui affectent la solubilité. Ensuite, on va parler des équations ioniques totales et nettes. Avant d'embarquer dans la leçon, j'aimerais vous amener dans ma cuisine pour quelques minutes de magie. Hi guys! Do you know what happens when you light a paper on fire? That's right, it burns. Would you believe me if I told you I can light a paper on fire and not make it burn? Well, let's find out. But before we begin, never try this at home without a grown-up. And for safety, I have with me a fire extinguisher and a bowl full of water that I can quickly dump the paper in. All right, are you guys ready? Good as new. Bon, j'espère que vous avez aimé cette démo. Je suis certaine que vous avez plein de questions et les réponses viendront plus tard. Alors, commençons un peu avec quelques facteurs qui influencent la solubilité. Des composés ioniques en particulier. Regardons ces deux composés-là. Pouvez-vous me dire lequel parmi les deux est le plus soluble? Sur quoi allez-vous vous baser afin de déterminer ceci? Bon, regardons ensemble. On a ici devant nous le LICL et le MGS. Regardons la magnitude de la charge. Quels partenaires seront plus fortement attirés les uns envers les autres? Si vous avez pensé au MGS, vous avez raison, car la magnitude de charge est la plus grande que celle du LICL. Alors, si on regarde le LICL, les molécules d'eau trouveront plus facile de séparer les molécules de LICL étant donné que la magnitude de charge est plus faible. Ceci veut dire que le LICL sera plus soluble que le MGS. Alors, le rend les molécules moins solubles. Regardons maintenant l'effet de la taille sur la taille des ions sur la solubilité. Quel composé sera plus soluble, pensez-vous, le NaF ou le NaBr? Remarquez qu'il y a un ion commun, soit le Na+, entre les deux. Donc, les deux ont la même charge dans ce cas. La liaison entre les plus petits ions est plus forte que la liaison entre les grands ions. Les molécules d'eau trouveront plus facile à séparer quelle paire alors? Si vous avez pensé au NaBr, vous avez raison. D'habitude, les composés ioniques contenant les ions plus grands sont plus solubles car ils sont plus faciles à séparer par les molécules d'eau. Alors, si on regarde la colonne des halogènes, comment pensez-vous que la solubilité augmentera en descendant la colonne? La solubilité augmente de haut en bas. Alors, la solubilité des halogènes augmente à cause de la taille des ions qu'ils formeront. Vous êtes habitué à ce tableau de solubilité afin de déterminer si quelque chose sera soluble ou non. Cette année, on va aussi travailler avec les lignes directrices en matière de solubilité ou les règles de solubilité. Passons à travers ces règles. D'habitude, tous les composés qui contiennent des métaux alcalins sont solubles. Les sels qui contiennent l'ammoniac, le nitrate, le chlorate et l'acétate sont aussi solubles. Tous les chlorures, bromures et iodures, sauf s'ils sont combinés avec quelques métaux lourds tels que le Ag+, le Bb, le Pb et le Hg2, de plus, remarquez le 2 ici, sont solubles. Et tous les sulfates, sauf quelques-uns, sont aussi solubles. D'habitude, les composés qui contiennent les hydroxydes ne sont pas solubles, avec quelques exceptions, comme vous voyez ici. Et tous les sels contenant
Les ions polyatomiques nommés ici, donc le phosphate, le carbonate, le SO3-, le S2-, sont insolubles, sauf s'ils sont combinés avec les métaux alcalins ou l'ammonium. Le principe derrière ces règles directrices, c'est simple. Ce sont des règles qui sont basées sur des données expérimentales et l'ion qui vient dans la ligne la plus haute décide la solubilité. Disons par exemple, je prends l'hydroxyde de lithium qui contient les ions Li+ et OH-. Puisque le Li+ se trouve dans la première ligne, tandis que le OH- se trouve dans la deuxième ligne, c'est le Li qui va décider la solubilité de ce composé. Et donc, le composé selon le Li+ est soluble. Si je prends le BaSO4, alors le Ba2+ se trouve à la quatrième ligne directrice, le SO4-, la cinquième. Donc, le Ba2+ décide la solubilité et le composé est non soluble. Pouvez-vous faire la même chose pour le MgCl2? Ce composé est soluble puisque le Cl- est dans la troisième ligne et selon cet ion-là, ce composé est soluble. La plupart du temps pour cette unité, on va devoir travailler avec les réactions de déplacement double. Vous êtes maintenant expert avec ce genre de réaction. Vous savez bien que les réactions de déplacement double impliquent un échange de cations entre deux composés ioniques et que ça a lieu dans des solutions aqueuses. Ça veut dire dissous dans l'eau. C'est noté? Voilà comment on fait. On prend les deux réactifs en question, on les décompose en ions. Donc, ici, le MgSO4 devient Mg2+, SO4-, et le BaNO3 devient Ba2+, et NO3-. Ensuite, on échange les cations et les anions afin d'obtenir les produits. Vous savez très bien que pour qu'une réaction de déplacement double ait lieu, il faut absolument qu'un des produits soit insoluble, soit un précipité. S'il vous plaît, n'oubliez pas de bien changer la formule en faisant votre chassé-croisé à chaque fois afin de déterminer vos produits et de balancer vos équations comme il faut. J'espère que vous vous rappelez de cette fameuse réaction de déplacement double où il y a un joli précipité jaune qui se forme. Alors, ça c'est la réaction entre le nitrate de plomb 2 et l'iodure de potassium. Quand on les mélange ensemble, il y a un composé insoluble. N'oubliez pas aussi que les réactions de déplacement double peuvent produire un gaz. On a étudié deux fameuses réactions, soit celle qui produit le dioxyde de carbone à partir de la réaction entre un carbonate et un acide. Ce composé est très instable et se décompose immédiatement en CO2, qui est le gaz, et l'eau. On a aussi étudié la réaction qui produit l'ammoniac comme gaz à partir d'un sel d'ammonium et d'une base. Le troisième type de réaction de déplacement double est celui qui produit de l'eau, soit la réaction de neutralisation. Vous savez bien que la réaction entre un acide et une base produit de l'eau et un sel. Le OH de la base réagit avec le H de l'acide pour former une molécule d'eau. Les deux ions qui restent forment le sel. Donc, si une réaction de déplacement double ne produit ni un précipité, ni un gaz, ni de l'eau, il n'y aura aucune réaction. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura que des ions spectateurs qui se formeront. C'est quoi ça, des ions spectateurs? Regardons ensemble. Prenons comme exemple la réaction suivante. Le AgNO3 réagit avec le KCl pour former le AgCl et le KNO3. Le AgCl, dans ce cas, est le précipité. Ce genre d'équation est une équation moléculaire parce que ça présente toutes les espèces sous leur forme moléculaire. Des équations ioniques. Pour cette unité, il y en a deux genres, l'équation ionique totale et ionique nette. Alors, ce genre d'équation raconte ce qui arrive vraiment en solution. Les composés solubles, donc les électrolytes, les acides et les bases fortes, les sels solubles, etc., en solution vont en fait se dissocier en ions.
Mais les composés insolubles vont rester ensemble dans leur forme moléculaire. Puisqu'ils ne sont pas solubles, ils ne se séparent pas. Alors, ce genre d'équation représente avec précision ce qui arrive en réalité. Voilà ce qui arrive en réalité pour la réaction qu'on vient juste de regarder ensemble. Le Ag et le NO3 est un composé soluble, donc le Ag se sépare du NO3. Le K et le Cl, ensemble formant le KCl, sont solubles, donc le K se sépare du Cl. Mais le HCl est un précipité et ne se sépare pas en solution, alors on le garde sous sa forme moléculaire. Le K et le NO3 résultant du KNO3 sont solubles et donc se séparent. Alors voici ce qui arrive. J'ai mélangé le AgNO3 avec le KCl. Voilà la salade des ions que j'ai dans ma solution. Soudainement, le Ag trouve le Cl, forme le précipité, tombe au fond du bécher. Tous les autres ions qui restent en solution s'appellent des ions spectateurs parce qu'ils ne contribuent pas à une réaction chimique, ils restent flottés dans l'eau. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Si vous n'êtes pas partie de la solution, vous êtes partie du précipité. Alors, les ions présents dans la solution, mais ne participant pas vraiment dans une réaction chimique, sont les ions spectateurs, comme on vient de dire. Une équation ionique nette élimine les ions spectateurs. Alors, seulement les espaces qui restent sont ceux qui ont changé de forme. Regardons la même réaction. Ici, j'ai le Ag+. Dans le cas des réactifs, il existe sous forme d'ion. Dans le cas des produits, il existe sous forme de précipité. Est-ce qu'il a changé? Oui, ce n'est pas un ion spectateur. Le NO3 est sous forme d'ion dans le côté des réactifs, mais je vois qu'il est aussi sous forme d'ion dans le côté des produits. Est-ce que c'est un ion spectateur? Oui. Le K+, c'est un ion spectateur aussi, car il n'a pas changé de forme de réactif en produit. Le Cl n'est pas un ion spectateur, car il a changé de forme. Il était sous forme ionique dans le cas des réactifs, mais est devenu sous forme de produit. Alors, voici les espaces qui contribuent à une réaction chimique. Tous les autres espaces sont des ions spectateurs et doivent être éliminés. C'est comme ça que je vais écrire mon équation ionique nette. En premier, je vais écrire une équation moléculaire et je vais la balancer. Ensuite, je vais dissocier tous les composés qui sont solubles et je laisse tranquille les composés insolubles. Les composés insolubles ne changent pas de forme. J'élimine ensuite les ions spectateurs. Je reviens à la réaction entre le nitrate de plomb et l'iodure de potassium. Donc, voici l'équation moléculaire de la réaction qui a lieu, étant donné que toutes les espèces sont sous leur forme moléculaire. Maintenant, si je représente exactement ce qui arrive en solution, tous les composés qui sont solubles doivent se dissocier en ions. Donc, le Pb2+, le NO3 doivent se dissocier, le K+, et le I- doivent se dissocier. Le PbI2 est un précipité, il est non soluble, il doit rester ensemble, mais le dernier composé, le nitrate de potassium, doit aussi se décomposer. Ça, c'est l'équation ionique totale car elle représente toutes les espèces présentes, que ce soit sous forme ionique ou moléculaire. Maintenant, si je prends cette même équation-là et je regarde les espèces qui vont former mon précipité, j'élimine tous les ions spectateurs, j'obtiens mon équation ionique nette. C'est le temps de pratiquer.